bonsoir. Merci de suivre avec nous ce soir ce live consacré à La Rochelle School of Tourism and Hospitality. Alors, pour parler des métiers du tourisme et de l'école, nous avons ce soir deux invités. Marc Gibia, qui est directeur de l'école, et Martin Goïc, qui est un ancien diplômé du bachelor et qui a été en poste, notamment récemment à Hong Kong, au Peninsula, qui est un hôtel de grand luxe. Un hôtel de luxe, oui. Alors, Marc, peut-être la première question, parce que le nom de l'école est donc en anglais. Alors, tourisme, on comprend, évidemment, mais hospitality, concrètement, ça veut dire quoi et c'est quoi? Alors, hospitality, ça renvoie à hospitalité, donc ça renvoie à l'accueil et ça renvoie en matière de secteur d'activité à ce qui peut concerner l'hébergement. Une grande partie de nos étudiants, et c'est le cas de Martin, travaillent dans le secteur de l'hébergement, mais qui n'est qu'un pan de l'industrie touristique. Nos jeunes diplômés travaillent aussi dans le champ du management de la destination, de la promotion des territoires, dans les offices du tourisme, les comités touristiques départementaux, travaillent aussi en agence de voyage, travaillent aussi en parc de loisirs d'attraction. L'hospitality, c'est donc l'accueil et tous les métiers autour de l'accueil. Donc c'est une dimension importante pour que vous l'ayez mis finalement de manière aussi importante dans c'est une dimension essentielle, hein, même sur d'autres champs qui ne sont pas les champs de l'hébergement. L'accueil est une dimension importante. Si vous travaillez demain dans un parc de loisirs d'attraction, l'accueil est une dimension importante. Si vous travaillez demain en agence de voyage, l'accueil est aussi une dimension importante. Nous formons des métiers de service où la relation client, l'accueil client, et ce n'est pas Martin qui va me contredire, est une dimension stratégique pour nos jeunes. Alors justement, Martin, on a plusieurs questions sur les fonctions que vous avez occupées. Si vous pouviez nous expliquer ce qu'est le front desk, et ce que vous faisiez au quotidien, c'était quoi votre métier au quotidien? Alors le front desk en français, ce serait la réception. Et donc c'est la première chose que les clients voient en rentrant dans l'hôtel, c'est le sourire du réceptionniste. Et donc c'est gérer l'accueil du client, dont on dit conventionnellement check-in et check-out. Et aussi, plus important surtout, le suivi du séjour du client. Dans un hôtel comme Peninsula, dire bonjour, bienvenue, profitez de votre séjour, ça ne suffit pas. Il faut créer un vrai lien, une vraie entente avec le client, et ça c'était le métier du réceptionniste. Il y a aussi toute la partie facturation, puisque c'est nous, le client va payer au moment du check-out, toutes ces consommations qu'il a pu avoir à l'hôtel. Et enfin la partie inventaire, comment là ça revient du revenu management, qui est un grand porteur maintenant dans l'industrie de l'hôtellerie. Alors vous avez fait un bachelor au sein de la Business School. Est-ce que ce que vous avez appris vous a servi au quotidien à Hong Kong? Bien sûr. Déjà en étant à Subdeco La Rochelle, au sein de La Rochelle Business School of Tourism, on avait des étudiants asiatiques avec qui j'ai travaillé déjà sur des projets de cours, et cette entente je l'ai retrouvée au travail. Je me suis dit, ah oui, on avait fonctionné comme ça à La Rochelle, peut-être que je devrais essayer comme ça à Hong Kong également. Donc ça c'était une vérité, donc déjà le partage avec les étudiants, et ensuite notamment tout ce qui est au niveau de la qualité du service, comment on gère l'arrivée d'un client, et notamment les différentes nationalités, les différents segments. On ne s'occupe pas pareil d'un client qui vient pour les affaires que d'une famille ou que d'une délégation par exemple. Donc ça c'est, oui, vraiment ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Alors au départ, pourquoi vous avez choisi finalement l'école, pourquoi vous avez fait un bachelor? Alors, moi j'ai fait un baccalauréat scientifique, mais il s'avère que je voulais un métier où on avait beaucoup de relations avec le client, et du coup, après mûre réflexion, j'ai décidé de me tourner plus vers l'hôtellerie, et donc du coup, pendant mes recherches pour orienter mes études supérieures, j'ai vu Subdeco La Rochelle, et donc le programme Management du tourisme et de l'hôtellerie auquel j'ai eu la chance d'être accepté. Et ensuite, ce qui m'intéressait dans le bachelor aussi, c'était moi je voulais travailler. C'était quelque chose, ça m'intéressait, le monde du travail et de l'entreprise. Et l'avantage de ce programme dans 3 ans, c'est qu'il est extrêmement professionnalisant. Parce qu'il y a maintenant beaucoup de professionnels dans le monde de l'entreprise qui disent oui, il a un bon profil, mais il n'a jamais travaillé. Alors qu'en sortant de 3 ans de bachelor, j'avais 1 année d'expérience sur le marché du travail. Et ça, c'est un vrai plus pour moi. C'est ce qui m'a convaincu. Marc, le profil de Martin, est un profil fréquent dans vos promotions? C'est un profil fréquent, et d'ailleurs j'en discutais avec lui juste avant qu'on débute cette rencontre. C'est un profil de jeune qui est ouvert, et je pense qu'aujourd'hui l'ouverture aux autres, l'ouverture à l'international, l'ouverture aux cultures, le sens du travail, c'est une dimension extrêmement importante. L'humilité peut-être aussi, qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, c'est-à-dire il faut savoir se retrousser les manches, il faut savoir faire ses preuves pour progresser. Quand on rentre dans un monde du travail avec une expérience qui reste
faible de 6 mois ou 12 mois. Il faut faire ses preuves et cette capacité d'engagement, cette humilité, cette ouverture aux autres, c'est des critères qui sont entre autres des critères de sélection à l'entrée. Alors, plusieurs questions pour vous, Martin. On vous demande ce que vous avez aimé ou pas aimé dans le métier que vous avez exercé au Peninsula. On vous demande si vous parlez anglais couramment et on vous demande si vos camarades de promotion, donc les dernières années du bachelor, sont aussi dans des hôtels de luxe comme le Peninsula ou d'autres évidemment. Alors, on va commencer par la dernière question. Mes camarades de promotion, j'en connais peu qui sont dans l'hôtellerie de luxe. J'en connais qui sont dans d'autres formes d'hôtellerie. J'ai un très bon ami qui a un très bon camping dans le Médoc, par exemple. C'est très différent. C'est très différent, mais le marché du camping, on sous-estime souvent la capacité, notamment en France, que ça a. Beaucoup dans l'événementiel, très bon ami dans l'événementiel, dans des grands groupes comme Pierre et Vacances, ou des grands groupes comme Accor. Donc l'hôtellerie de luxe proprement parlé, on est peut-être 2 ou 3 sur toute la promotion. Donc on n'a pas été majoritairement, enfin la promotion ne s'est pas majoritairement tournée vers ce secteur. Bon. Alors comme hôtellerie de luxe, ça fait rêver. Hein. On vous demande voilà, ce que vous avez aimé et peut-être un peu moins aimé. Alors l'hôtellerie de luxe, j'en parlais avec M. Giplas, ce qui est très agréable, c'est de travailler dans des beaux endroits et de fournir un service de qualité excellent. Tout le monde apprécie lorsque quelqu'un vous fait un sourire et avant que vous demandiez j'aimerais aller au bar de l'hôtel, qu'on vous demande où allez-vous, est-ce que je peux vous aider. Ça c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, la relation qu'on pouvait avoir avec les clients. On avait des clients qui revenaient régulièrement au Peninsula et qui venaient voir Martin parce qu'on avait déjà eu des relations auparavant. Mais clientèle peut-être très exigeante par ailleurs. Alors une clientèle très exigeante, ce que j'ai appris c'est qu'il faut dissocier votre personnalité et qui vous êtes au travail. Quand le client est énervé, il n'est pas énervé sur Martin. Il est énervé sur ce que représente Martin vis-à-vis de l'hôtel. Et ça, c'est très difficile de dissocier parce que parfois, si un client vous crie dessus pour X raisons, vous le prenez personnellement, vous rentrez chez vous, vous êtes affecté, etc. Et ça, c'est très important de savoir dissocier le travail et la vie personnelle lorsqu'on a l'uniforme du manager ou du réceptionniste. Question pour vous, Marc. N'est-il pas plus intéressant de faire une grande école de commerce pour travailler dans un grand hôtel plutôt que de faire une école spécialisée ? Bah, je trouve que l'école telle qu'on l'a imaginée à La Rochelle, on va fêter ses 15 ans cette année, c'est un excellent compromis entre une business school et ce que je pourrais appeler une école d'application. On a pris le meilleur des deux. C'est vraiment une synthèse des meilleures écoles d'application et des meilleures business schools dans le contenu pédagogique et dans la dimension. Je pense qu'aujourd'hui, le fait de faire une école comme la nôtre permet d'avoir une expertise sectorielle et une expertise fonctionnelle. Là où une business school va plutôt former à une expertise fonctionnelle sur le management, les ressources humaines, la finance, et une école d'application plus à une expertise sectorielle. Je crois qu'on a réussi à construire un programme de formation qui est un programme riche parce qu'il se nourrit à la fois d'une expertise sectorielle, que ce soit le travel management, l'hospitality, et d'une expertise fonctionnelle. Donc a priori, vous répondez à une des questions qui était, mais en fait, quelle est la différence entre la formation que vous présentez et la business school traditionnelle de La Rochelle? Alors effectivement, aujourd'hui, pour être clair dans cette réponse, le groupe Subdeco La Rochelle est devenu un ensemble d'écoles, avec une première école, l'école historique qui est La Rochelle Business School, avec des programmes bachelor, BBA, bachelor business, le programme grande école, des MBA. À côté, sa petite sœur, La Rochelle School of Tourism and Hospitality, créée il y a 15 ans à La Rochelle, et ce n'est pas un hasard. Je me permets de faire un peu de promotion pour notre destination qui est celle de La Rochelle et de la Charente-Maritime. La Rochelle, c'est la 5e ville la plus visitée de France, et la Charente-Maritime, le premier département touristique en nombre de nuitées après Paris. Donc cette école est enracinée dans un territoire touristique, se nourrit de sa business school, sa grande sœur, et aussi est très ancrée dans son territoire et dans des liens avec les professionnels du secteur du tourisme. Question d'Estelle. Qu'existe-t-il dans votre secteur comme formation du tourisme tourné vers le sport? Ça, c'est un peu spécifique. Alors, on a effectivement en 3e année différentes spécialisations. Celle qu'a faite Martin, c'est Hospitality, qui mène effectivement aux carrières dans le secteur de l'hôtellerie et de l'hébergement. On a également une spécialisation en tourisme sportif, qui n'est pas parti en vacances, en montagne ou sur la côte atlantique ou méditerranéenne et a pu faire des treks, du VTT, de la planche à voile, c'est ce qu'on appelle le tourisme sportif. On a des jeunes qui travaillent dans des structures dont la vocation est de construire, de fabriquer, d'imaginer des services et produits sportifs à destination des touristes. C'est une de nos 8 spécialisations de bachelor.
Alors, on a plusieurs questions qui tournent autour de l'organisation du cursus. Est-ce que vous êtes dans Parcoursup? Comment ça se passe pour les dossiers d'inscription? Peut-être si vous pouviez en quelques minutes synthétiser les formations proposées, puisqu'on nous demande est-ce que la scolarité se fait en 5 ans? Est-ce que le bachelor finalement n'est qu'une partie de la scolarité? Est-ce qu'on peut faire d'abord un bachelor de 3 ans et puis s'arrêter? Mais finalement, vous avez répondu à travers votre expérience. Donc, si on pouvait un peu synthétiser les formations proposées par l'école. La Rochelle School of Tourism and Hospitality est une grande école en 5 ans, avec 2 niveaux de sortie, une sortie à Bac plus 3 et une sortie à Bac plus 5. Bac plus 3 et vôtre. Voilà, Bac plus 3. Aujourd'hui, 2 tiers de nos étudiants en bachelor s'arrêtent après le bachelor pour travailler, 1 tiers poursuivent en master. Donc, ce qui n'est pas fréquent. Non, c'est bien au-dessus de la moyenne nationale. Souvent, les ratios poursuite-insertion sont inversés aux nôtres, c'est-à-dire qu'un bachelor classique ou une licence classique, c'est 2 tiers à 3 quarts de poursuite d'études, 1 tiers à 1 quart d'insertion. On est sur une logique qui est une logique inversée. Je pourrais expliquer tout à l'heure pourquoi est-ce qu'on a un ratio d'insertion aussi fort après le bachelor et une poursuite d'études relativement limitée somme toute. Donc une école en 5 ans, 2 niveaux de sortie, à Bac plus 3 avec un bachelor qui présente 8 spécialisations et 3 masters qui présentent 3 spécialisations en hospitality, en événementiel et en management des destinations. Que l'on peut suivre soit directement après bachelor, soit intégré avec un Bac plus 3. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait les niveaux d'entrée se font à bac. On a des jeunes qui font de bac à Bac plus 3, de bac à Bac plus 5. On a un concours d'entrée direct en 3e année avec des jeunes qui ont fait un BTS, un IUT, une EL2, qui vont faire 1 an jusqu'au bachelor ou 3 ans post-BTS, comme on peut le faire sous un format grande école en 2 plus 3. Donc on est vraiment là sur un modèle grande école, bac à Bac plus 5, avec 2 niveaux de sortie à 3 et à 5 et des niveaux d'entrée à tous les étages. Si on rappelle rapidement les modalités basiques d'admission, concours, examen, entretien de motivation. On est sur concours. Pour ce qui est de l'accès au bachelor post-terminal, on est hors Parcoursup, avec un concours par mois, tous les mois, du mois de novembre au mois de septembre. La prochaine session de concours, c'est en fin de semaine prochaine. La clôture est déjà prononcée. Prochaine session de concours, c'est au mois d'avril. Prochaine session suivante, c'est au mois de mai. Une session par mois, 2 jours par mois. Inscription sur le site internet esc-larochelle.fr, hors Parcoursup, avec 5 épreuves. Un entretien de motivation et de personnalité, un entretien collectif et 3 épreuves d'anglais, un oral, un QCM et un essai. Alors, quand on parle d'épreuves d'anglais, il y a toujours des inquiétudes sur le niveau, puisque quand on est en terminale, le niveau est ce qu'il est parfois. C'est un niveau exigeant d'anglais? On attend de la part du jeune un niveau lui permettant, dès la fin de la première année, de partir faire un stage à l'étranger. Et en 2e année, c'est ce qu'a fait Martin, de partir en université étrangère. Ça veut dire qu'on va intégrer des jeunes de niveau terminal qui, de toute façon, 12 mois après, devront être en immersion en stage, donc maîtriser l'anglais suffisamment pour pouvoir effectivement faire de ce stage-là un stage à valeur ajoutée et vont devoir suivre un parcours universitaire de 6 mois en 2e année. Donc on n'attend pas des jeunes qui soient bilingues au moment du concours, mais on va attendre d'eux un niveau minimal et pour les meilleurs, ils pourront suivre nos parcours anglophones puisque l'ensemble de nos programmes de formation de bac à Bac plus 5 sont proposés en track francophone ou en track anglophone. Alors, un internaute qui a bien épluché vos programmes évoque la 3e année où vous auriez une année pré-master ou une année pré-emploi. Voilà. Alors, quelle serait la différence entre ces 2 3e années? Depuis cette année, on a effectivement 2 3e années. Une année qui est destinée aux jeunes qui veulent s'arrêter au niveau du bachelor. C'est donc une 3e année dite pré-emploi, qui est une année spécialisante, professionnalisante. C'est le format qui avait suivi Martin. Et depuis cette année, on a une nouvelle 3e année, une année dite pré-master, qui est une année intercalaire entre le Bachelor 2 et le Master 1. C'est une année non spécialisante, non professionnalisante, qui s'inscrit comme un trait d'union entre le Bachelor et le Master pour ceux qui veulent aller jusqu'à Bac plus 5. Jusqu'à présent, on n'avait qu'une seule et même 3e année pour 2 objets radicalement différents, l'insertion et la poursuite d'études. Pour celui qui veut s'arrêter au Bachelor, ça sera la 3e année pré-emploi. Pour ceux qui veulent poursuivre, c'est la 3e année dite pré-master. Antonin demande s'il faut donc se positionner à la fin de la 2e année. C'est-à-dire qu'à priori, à la fin de la 2e année, il faut déjà avoir une idée de je poursuis ou je travaille. Voilà, c'est vrai que jusqu'à présent, cette réflexion, les jeunes l'avaient plutôt à la fin du bachelor. On leur demande d'anticiper cette réflexion-là pour faire effectivement en fin de 2e année le choix entre études courtes à bachelor et donc 1 an post-bachelor 2 ou études plus longues, sachant que
la bifurcation restera de toute façon possible. Mais vous, Martin, vous vouliez travailler assez rapidement. Je voulais travailler assez rapidement. De s'arrêter après la troisième année, elle était ancrée assez rapidement. Exactement. Je voulais voler de mes propres ailes, je voulais découvrir le monde de l'entreprise, je voulais mettre les mains dans le cambouis, si vous me permettez l'expression. Donc le master, et puis ce sont des études sur lesquelles on peut revenir après quelques années dans l'entreprise, donc c'était pas handicapant pour moi d'aller tout de suite dans le monde de l'entreprise en l'occurrence. Alors, sur vos 3 ans de scolarité en bachelor, combien de temps avez-vous passé en stage? Y a-t-il des périodes à l'international obligatoires pendant ces 3 ans? Alors, en tout et pour tout, j'ai passé 1 an en stage. En première année, j'ai fait 6 mois à l'Intercontinental à Malte. Donc là, c'était une très bonne occasion de pratiquer mon anglais et de découvrir le monde de l'hôtellerie de luxe, parce que l'Intercontinental sont des hôtels qui sont 5 étoiles. Et ensuite, en dernière année, j'ai fait mon stage à Paris, 6 mois. Donc ça, c'est l'année que j'ai fait en entreprise sur mes 3 ans. Et ensuite, il y a un passage obligatoire à l'étranger qui est l'universitaire, donc ce qu'on appelle l'expatriation, qui peut se faire également dans certaines universités, notamment je pense au Maghreb ou en Suisse en français, mais dans 99% des cas c'est en anglais. Vous parliez tout à l'heure de l'anglais. L'anglais est une langue qui n'est pas très compliquée, c'est bien pour ça que tout le monde l'a pas. Il ne faut pas être inquiet, il ne faut pas hésiter à partir pour le travailler, l'anglais. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste. Et précisez-nous où est-ce que vous êtes parti en université, et parlez peut-être aussi du projet Humacité, puisque ça a été un autre moment de départ à l'étranger. Oui, alors en tout, je suis quand même parti 3 fois à l'étranger sur un programme de 3 ans. Donc ça, c'était un vrai plus pour moi. Et donc en deuxième année, mon programme d'Humacité, donc qui est la mission humanitaire que nous avions à faire, je suis allé au Pérou, à Cusco, là c'était 4 mois, où je travaillais dans une école qui était spécialisée dans l'accueil d'enfants des favelas, donc les quartiers difficiles de la ville de Cusco. C'était extrêmement enrichissant parce que ça permet de réaliser que tout le monde n'a pas la chance que nous avons de faire des écoles de commerce, etc. Mais puisque l'université est un programme commun avec la Business School, vous étiez aussi avec des camarades de la Business School là-bas? C'est possible. Dans mon cas, j'étais avec des camarades du programme tourisme, hôtellerie, mais j'ai des amis. On peut être mélangé, et d'ailleurs pour le meilleur, justement, parce que ça permet de partager entre les différents programmes. Mais d'ailleurs, je rebondis sur la question, est-ce que finalement, pendant ces 3 ans de scolarité tourisme hospitality, vous avez été mélangé, vous avez côtoyé les autres étudiants des programmes post-bac du groupe? Est-ce que vous avez l'impression tous de faire partie de la même école, ou c'est chacun son école? Alors c'est drôle parce qu'il y a les deux. On est tous très fiers et un petit peu chauvins sur notre section. On est tous dit, oui, moi je fais bachelor management du tourisme, il y aura un petit peu la guéguerre, mais c'est toujours bon enfant parce qu'au final, on est tous très fiers d'être sous le même chapeau, Suldeco La Rochelle en fait. Et bien entendu, on se mélange tout d'abord avec le monde associatif. Par exemple, moi j'étais dans l'équipe de rugby, donc j'avais la majorité de mes camarades dans l'équipe qui venaient de tous les programmes, donc c'est intéressant parce qu'on peut partager sur nos matières, etc. Donc on se mélange, bien évidemment, oui. Plusieurs questions peut-être pour vous, Marc. D'abord, c'est Kevin qui me demande, est-ce qu'il y a des débouchés dans un département comme la Charente-Maritime? Alors, parlons d'abord de l'industrie touristique d'un point de vue macroéconomique. C'est Kevin, c'est ça? Oui. Kevin, sachez que l'industrie touristique est la première industrie mondiale. C'est 10% du PIB mondial. Un emploi sur 10, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, chiffre datant de février 2018. La France est la première destination touristique mondiale, 85 millions de touristes. Quelques chiffres encore pour donner une idée de la puissance de l'industrie touristique. En 1990, c'est 450 millions de touristes dans le monde. En 2010, c'est 900 millions de touristes dans le monde. En 2030, c'est 1,8 milliard millions. Et dans cet entonnoir-là, je termine par la Charente-Maritime. La Charente-Maritime est la première destination touristique départementale française. C'est 5 millions de touristes par an. Ça veut dire que sur notre territoire, on a l'industrie touristique qui est totalement représentée avec de l'événementiel, de l'hébergement, des parcs de loisirs d'attractions. Je pense notamment à l'aquarium, c'est 800 000 visiteurs par an. On a des anciens diplômés qui travaillent à l'aquarium, des anciens diplômés qui travaillent dans l'hôtellerie sur La Rochelle, le comité touristique départemental. Tout à l'heure, on parlait ensemble, avant de débuter, des francopholies. Certains anciens travaillent aux francopholies sur l'événementiel culturel. On a beaucoup de jeunes qui travaillent aux portes de l'école, mais aussi ceux qui sont partis à l'autre bout du monde. On a un placement très très ouvert. Alors, autre question un peu connexe de Blandine, y a-t-il des entreprises dont vous êtes partenaire à La Rochelle, mais vous pourrez aussi étendre finalement au niveau international? Est-ce que vous êtes partenaire de grandes chaînes de luxe ou de grandes chaînes hôtelières ou de grandes structures
dans le domaine du tourisme? Alors on est partenaire effectivement avec des acteurs locaux, je viens de l'évoquer, mais aussi on est partenaire avec des acteurs nationaux. Tout à l'heure, à raison, Martin parlait de camping, ce qu'on appelle maintenant l'hôtellerie de plein air. C'est vrai que quand on interroge des jeunes qui se destinent à l'hébergement, beaucoup veulent partir dans l'industrie de l'hôtellerie de luxe. Mais il y a l'industrie qui a une croissance phénoménale à 2 chiffres, c'est l'hôtellerie de plein air, ce qu'on appelait à mon époque les campings. On est partenaire par exemple. Voilà. Et pour autant, il y a des enjeux extraordinaires, à la fois économiques et environnementaux. Je pense notamment à Utopia. Utopia qui est un des partenaires de l'école, dont le siège social est sur Lyon, qui est un des pionniers dans l'hôtellerie de plein air écologique, avec des tentes et des cabanes qui s'implantent maintenant en Asie. Donc on est partenaire de grands groupes comme ceci. Tout à l'heure, vous citiez Pierre et Vacances, on est partenaire de Pierre et Vacances, du groupe Accor. Autre chiffre sur le groupe Accor par exemple, c'est un hôtel nouveau créé par le groupe Accor toutes les 33 heures dans le monde. Donc on a des partenaires aussi dans l'industrie de l'événementiel, dans l'industrie également des parcs de loisirs, c'est le cas du Futuroscope, c'est le cas de Puy du Fou, c'est le cas de Disney. On est partenaire des acteurs aussi, d'acteurs dans le domaine du travel management, l'industrie du voyage, à la fois à La Rochelle, en France et dans le monde. Réponse donc claire sur vos partenariats. Est-ce que vos formations peuvent se suivre en alternance? Alors, nous avons la possibilité effectivement de faire sur le bachelor la 3e année en alternance. Et d'ailleurs, c'est une nouveauté à partir de la rentrée prochaine. Tout à l'heure, j'évoquais que nous avions 8 spécialisations. Une seule, pour l'instant, était ouverte à l'alternance, c'était l'hébergement. À partir de l'année prochaine, on ouvre à la rentrée du mois de septembre une spécialisation multisectorielle, pilotage d'activités de loisirs, de tourisme et d'hébergement, qui permettra d'accueillir tout étudiant qui souhaite faire sa 3e année, quel que soit son projet professionnel. Et sur le master, on a 2 des 3 masters qui sont proposés en alternance, événementiel et hospitality. Ça vous aurait intéressé, Martin, de faire votre dernière année en alternance? Ça m'aurait intéressé maintenant que l'entrepreneuriat m'intéresse plus. En France, on est un pays d'entrepreneurs, de plus en plus d'ailleurs, les chiffres parlent pour nous. Et cette 3e année en alternance, si j'avais eu un projet qui me tenait à cœur, aurait pu être une option. Dans mon cas, je savais que je voulais faire de l'hôtellerie, mais j'étais pas encore certain, donc c'était peut-être trop tôt ou peut-être un petit peu trop vague dans mon cas. Alors, on a beaucoup de questions, hein, donc le temps passe. Il y a une question qui est importante, qui est posée par Amélie. Quels sont les métiers qui ne sont pas accessibles aux titulaires d'un bachelor et qui seraient ouverts au Bac+5, et qui revient à dire mais finalement quelle est la différence entre faire son bachelor et finalement poursuivre avec un master? Est-ce que vous auriez eu des responsabilités différentes? Est-ce que vous auriez accédé à d'autres responsabilités avec un Bac+5? Alors je pense que le Bac+5 peut être nécessaire dans le cas où vous souhaitez travailler dans de l'administration. Moi j'étais quelqu'un de purement opérationnel, donc j'étais sur le terrain comme on dit. Quelqu'un qui voudrait par exemple faire de la finance ou qui voudrait peut-être faire des ressources humaines, le Bac+5 pourrait être un plus qui s'avère bénéfique. Dans mon cas, c'était pas forcément nécessaire. En opérationnel, c'est pas forcément nécessaire. Alors, ce que vous me disiez au moment où on préparait l'émission tout à l'heure, c'est que quand on est à l'international, finalement, toutes ces différences s'estompent un peu. Clairement. Entre le Bac+3 et entre le bachelor et le master. Exactement. Il faut savoir que la majorité des étudiants à l'étranger, notamment aux États-Unis, en Asie, arrêtent après 3-4 ans et travaillent pour éventuellement reprendre ce qu'on appelle un MBA en 1 an lorsqu'ils atteignent presque 30 ans. Donc, c'est très courant de se retrouver sur le marché du travail autour de 21-22 ans en fait. Et dans mon cas, à l'étranger, j'ai vraiment vu, on m'a pas demandé si j'avais fait un master, on m'avait demandé quel avait été mon diplôme, j'ai dit que j'avais fait une école de commerce spécialisée dans le tourisme et l'hôtellerie, et c'était tout à fait convenable. Et ça a eu la preuve, je me suis pas senti handicapé par rapport à d'autres personnes qui avaient des postes un peu similaires dans des hôtels à Hong Kong également, et qui avaient pu faire des études plus poussées, par exemple. Alors ça, c'est la réponse peut-être pour effectivement, lorsqu'on part en Hong Kong, mais dans des groupes peut-être plus franco-français, où on souhaite faire carrière, sans citer des grandes structures hôtelières par exemple. Mais est-ce qu'il y a vraiment une différence finalement d'évolution entre un Bac+3 et un Bac+5 en termes de rémunération, en termes d'évolution? Si effectivement on parle de rémunération, les niveaux de rémunération à l'entrée vont être effectivement plus importants pour un Bac+5 qu'un Bac+3. La progression professionnelle sera plus rapide avec un Bac+5 qu'un Bac+3, mais à nouveau, et je confirme ce qu'a dit là Martin, c'est vrai en France, dans des groupes français, et surtout sur des services support
ou au siège. C'est beaucoup moins le cas sur le terrain, sur des enseignes, et c'est encore moins vrai à l'international. Le rattachement au diplôme pour mesurer la vitesse de perspective professionnelle, c'est très franco-français. Et aujourd'hui, nos étudiants, et heureusement, ont une vision du marché qui est un marché mondial. 35% de nos jeunes diplômés du bachelor travaillent à l'étranger en premier emploi, et c'est 50% pour nos programmes master. Question qui n'a pas de rapport, de Faiza, est-ce qu'on doit obligatoirement être actif dans la vie associative et est-ce noté? Alors, est-ce obligatoire d'être dans une association? Oui, après une association, moi j'ai fait du rugby, donc c'est une association où on n'a pas forcément, on n'est pas devant un ordinateur sur un projet, etc. C'est obligatoire. En tout cas, je le recommande vivement, pour plusieurs raisons. La première, c'est on rencontre du monde. Rencontrer du monde, c'est les prémices de ce qu'on appelle faire du réseautage. Et ça commence dès le monde associatif, parce que peut-être que le partenaire que vous avez en association sera votre partenaire en entreprise demain. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que certaines associations, c'est pas le cas forcément du rugby, sont très professionnalisantes. Je pense notamment à un ami à moi qui avait fait de la communication en association et qui m'a dit ça a été un vrai plus aujourd'hui quand je travaille et que je dois faire des montages, etc. Donc il y en a pour tous les goûts. Si vous voulez faire il y a des gens qui font Pom-Pom Girl, qui font le tour de la France pour représenter l'école, et je trouve ça superbe. Et il y en a qui font de l'humanitaire, c'est superbe aussi, il y en a pour tous les goûts. Question, est-ce que la vie de La Rochelle est sympa pour les étudiants? Vous êtes de La Rochelle? Alors pas du tout, je suis de banlieue parisienne. Et, alors La Rochelle, c'est comment? À La Rochelle, à chaque fois qu'on en reparle avec mes anciens camarades de classe, on se dit qu'on prendra notre retraite tous ensemble là-bas. C'est très agréable de vivre. Alors moi, c'était la première fois que je vivais en province de ma vie, et j'avais des a priori de parigo, si je peux me permettre l'expression, et j'ai été très agréablement surpris. C'est une ville à taille humaine, donc on peut tous se rencontrer à pied, on peut faire du vélo, mais on se croise pas systématiquement, donc c'est une ville très très agréable à vivre. Est-ce que je peux compléter sur cette vision-là? Oui. Vous êtes de La Rochelle? Non. Bon. Non. Je dirais que La Rochelle, alors j'ai pas de statistiques comparatives, mais je pense que c'est un des ratios les plus étonnants dans la proportion étudiants sur nombre d'habitants. C'est 12 000 étudiants sur 90 000 habitants. Ça veut dire que c'est une ville qui bouge beaucoup par sa jeunesse, par un campus universitaire qui progresse énormément. C'est une ville où il n'y a pas d'insécurité. Je pense que c'est important à destination des parents et des jeunes de terminale. C'est une ville qui bouge beaucoup au regard de sa taille, d'un point de vue culturel, sportif. Et c'est une ville où il fait bon vivre en bord de mer, puisque l'école, accessoirement, est à 150 mètres de la plage. Alors on va quitter un peu ces critères un peu subjectifs, on va revenir sur des critères pédagogiques. Une question de Patrice, qui sont les professeurs de La Rochelle School of Tourism? On a 75% de nos enseignants qui sont des professionnels, dont certains sont des anciens. Ça me permet de faire une parenthèse importante sur les alumni, les anciens. Il y a une question sur les anciens qui a été posée. On a un réseau d'anciens extrêmement dynamique, extrêmement présent. Les anciens sont là au moment du concours d'entrée. Les anciens sont là comme mentors. C'est un point fort de notre formation. Chaque étudiant est suivi par un professionnel en activité, dont l'activité est en lien direct avec le projet du jeune. Aujourd'hui, 100% des mentors sont des anciens diplômés de l'école. Martin, vous êtes un ancien? Je suis un ancien et j'allais rebondir dessus. Je reviens en France là pour changer, pour de nouveaux objectifs de carrière. Et la première chose que j'ai fait en rentrant, c'était de contacter l'école et de leur dire est-ce qu'il y a des projets où je peux être utile, est-ce que je peux guider les étudiants sur les erreurs que j'ai pu faire et sur les recommandations que je pourrais avoir également. Alors qu'est-ce que vous pourriez faire comme recommandation justement? Alors, ou des erreurs à éviter? Alors les erreurs à éviter, ça pourrait être de croire, j'ai fait un bachelor management du tourisme, donc je vais être manager. Ça, il faut se l'enlever tout de suite de la tête, et c'est pas vrai pour Sup de La Rochelle, c'est vrai pour toutes les écoles de commerce. Lorsqu'on sort d'un programme en 3 ans, il faut être humble, il faut être patient. Et ça, j'avais tendance à être très impatient et je l'ai payé parfois, le prix fort, et ça m'a fait grandir. Donc ça, c'est la première chose, recommandation, être patient et l'humilité. Quelque chose qu'on apprend beaucoup en humacité d'ailleurs, parce que lorsqu'on vient de France, de région parisienne, et qu'on est à Cusco avec des enfants qui n'ont rien, on se dit bon d'accord, je vais revoir ma vision du monde. Deuxième conseil que je peux donner, c'est le monde n'a jamais été aussi accessible. C'est d'une simplicité incroyable maintenant d'aller travailler au Laos, d'aller travailler en Namibie ou d'aller travailler à Stockholm. En Europe, c'est très simple. En Asie, si vous avez une entreprise, c'est très simple. Donc je ne suis pas en train de dire aux jeunes professionnels de français de quitter la France, mais il ne faut pas avoir peur à partir, même 1 an, même 6 mois, pour voir
à quoi le monde ressemble. Parce que moi, par exemple, en revenant de Chine, je suis revenu en France et je me suis dit, il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on travaille dur pour que la Charente-Maritime soit compétitive, pour que Paris soit compétitif. Là, les Jeux Olympiques à Paris, je trouve que c'est quelque chose, par exemple, qui est extrêmement motivant pour notre industrie, par exemple. Pour vous, Marc, avez-vous des profs qui sont célèbres dans leur domaine professionnel? Parce que vous avez des sommités. Alors, on n'a pas de sommité, par contre, on a des professionnels qui ont des parcours assez exceptionnels, et je pense notamment à l'ensemble des professionnels qui interviennent sur un champ qui nous est extrêmement cher, qui est le champ du tourisme durable, responsable et accessible. Tout à l'heure, je parlais de l'industrie touristique et de sa dynamique très très forte. Cette dynamique, elle est aussi pervers au sens où il y a eu des impacts écologiques majeurs et néfastes créés par l'industrie touristique. Je pense notamment à un ancien qui est président d'Acteurs du tourisme durable. C'est une des références en France autour des problématiques du tourisme durable, responsable et accessible, qui intervient chez nous et qui délivre un message important. Il faut préparer nos jeunes à être à la hauteur des challenges des recruteurs de l'industrie touristique, mais il faut être aussi capable demain de faire de cette industrie-là une industrie responsable d'un point de vue environnemental et écologique. Question d'Ambre, comment se passe le concours pour rentrer en 3e année, alors l'année qui prépare à l'emploi? Alors le concours se passe de la même façon, si je puis dire, que celui d'entrée en première année, au sens où les épreuves sont les mêmes, si ce n'est que le niveau d'exigence, bien sûr, est beaucoup plus élevé que pour un bachelier. Ce sont donc 5 épreuves: entretien individuel de motivation et de personnalité, face à un jury composé de 2 personnes, un ancien avec sa casquette de professionnel et un encadrant, un entretien collectif et 3 épreuves d'anglais, l'oral, un QCM et un essai. Mais faut-il venir d'une formation qui est liée au tourisme? On va penser à un BTS ou... Pas nécessairement, on intègre 80 à 100 étudiants directement en 3e année, dont la moitié sont issus de BTS tourisme, hôtellerie, restauration ou hébergement, et 50% sont issus de formation Bac+2 non typés tourisme ou hébergement. C'est des DUT GEA, Tech de Co, des BTS MUC, des BTS NRC, des BTS CI ou encore des formations universitaires. On a par exemple des jeunes qui ont fait 2 années en géographie ou en histoire, qui ne veulent plus faire prof d'histoire ou de géographie, mais qui veulent garder effectivement cette fibre de géographe et d'historien, mais au service de l'industrie touristique. Doit-on venir en costume à l'école? Bah écoutez, je suis en costume ici pour cette interview. Je pense que ça parle de soi, c'est mine de rien, comment dire, l'arme du professionnel. On est dans un monde où malheureusement la première impression est très importante. Il faut venir en costume. Ça c'est mesdames, messieurs, il faut venir en costume, il faut s'apprêter, il faut être professionnel. Oui. La question était sur le concours ou sur l'école? Sur l'école. Ah, autant oui. Pour moi. Moi j'avais compris les concours. Non, non, alors les concours, non. C'était le quotidien dans l'école. Est-ce que effectivement on doit être le quotidien, il faut, moi je suggère de venir pour les présentations, pour les entretiens, quand on a Disneyland qui vient recruter, etc. Il faut être préparé, il faut représenter son école. Question de Marion, vous êtes Tête Qual, ça veut dire quoi? C'est un label, et je pense qu'on peut peut-être rapprocher ça de la problématique des accréditations de manière générale. On est effectivement la seule école en France qui est certifiée par l'Organisation mondiale du tourisme. L'Organisation mondiale du tourisme a mis en place il y a une vingtaine d'années un programme de certification des programmes de tourisme et d'hospitality dans le monde. Aujourd'hui, 70 programmes dans le monde sont certifiés par l'Organisation mondiale du tourisme, ce qu'on appelle la certification Tête Qual. On l'est depuis 5 ans. On est en processus de renouvellement de certification. Pour nous, c'est extrêmement important puisque c'est une démonstration de la qualité de nos formations et de la conformité de nos formations aux attentes des recruteurs de l'industrie touristique au niveau mondial. Donc on a subi là, entre guillemets, un audit. On a effectivement évalué notre processus de recrutement, la qualité de l'enseignement, la qualité des liens avec les professionnels, la qualité de l'insertion, la dynamique de nos liens avec les alumni. Donc c'est un processus d'amélioration continue. Si je fais un parallèle, dans l'industrie automobile, on va être certifié ISO 9001. Là, pour nous, c'est une certification de conformité de notre formation avec les attentes des recruteurs. Donc vous êtes les seuls en France. Oui. Est-ce que vous avez d'autres noms d'écoles à l'international qui seraient connus et qui seraient dans, effectivement, Tête Qual? Oui, donc on a des écoles comme Surrey, comme Hong Kong Polytechnique qui sont certifiées également Tête Qual. 70 programmes de formation le sont dans le monde. On nous demande si l'anglais vraiment est important dans les cours au quotidien.
Alors, je vais répondre avant de laisser la réponse aussi à Martin. Tout à l'heure, je l'évoquais, on a des parcours anglophones où l'ensemble des enseignements sont délivrés en langue anglaise. C'est le cas en première année, en deuxième année, en troisième année. Et on a un parcours qu'on appelle francophone, mais qu'on appellerait, je pense, de façon plus pertinente, le parcours bilingue, où des enseignements sont dispensés en français, d'autres en anglais. En tout état de cause, au niveau du bachelor, même un étudiant qui fait le parcours bilingue va devoir séjourner 6 mois en université étrangère, où 95% des cas, les cours sont dispensés en langue anglaise. Donc la maîtrise de l'anglais est importante comme facteur clé de succès de réussite de ces études, et c'est déterminant pour la réussite professionnelle. En effet, c'est déterminant, surtout dans le monde du tourisme. Après, encore une fois, je le répète, il ne faut pas se faire de soucis. J'ai des amis qui sont arrivés à Subdeco La Rochelle, qui avaient un niveau d'anglais qui était, on va le dire, relativement moyen, et qui, à la sortie de leur bachelor, avaient un niveau qui était tout à fait correct, en tout cas largement suffisant pour travailler dans le monde de l'entreprise ou même partir à l'étranger. Donc c'est quelque chose qui se travaille et qui s'apprend de différentes manières. Si je puis compléter sur la partie linguistique, au-delà du parcours anglophone et de l'anglais, chaque étudiant a obligation de suivre une seconde langue et une troisième langue, chinois, arabe, portugais ou russe. Et depuis 2 ans, on a une nouvelle troisième langue qui est la langue des signes, puisqu'on met un accent tout particulier sur ce qu'on appelle le tourisme accessible, le tourisme pour tous. Et certains de nos étudiants suivent ce cours de langue des signes pour demain être en capacité d'accueillir des touristes sourds et malentendants. On va revenir peut-être aux anciens, puisque vous avez parlé des alumni et que vous-même vous êtes un ancien. On vous demande, Martin, si vous avez été aidé lorsque vous étiez en bachelor justement pour trouver cet emploi au Peninsula, ou si finalement vous vous êtes débrouillé tout seul pour vos stages Alors, cet emploi, je l'ai trouvé via mon mentor en fait. Alors, mon mentor m'a dit, connais-tu LinkedIn, qui est le réseau social professionnel qui est majeur partout dans le monde? J'avais dit, je connais, mais je ne m'en sers pas. Elle m'avait mis une tape sur les mains, elle m'avait dit, il faut absolument être sur LinkedIn, rends-toi sur LinkedIn. Je me suis créé un profil et c'est via LinkedIn en fait que j'ai chassé les personnes qui étaient potentiellement capables de m'embaucher dans ce que je voulais faire. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier stage qui a mené à une embauche après le stage. D'accord. Question d'Estelle, doit-on, donc il revient sur la problématique de cette spécialisation finalement en dernière année du bachelor, oui, entre pré-emploi et pré-master, doit-on choisir cette spécialisation dès l'inscription au concours? Alors, j'imagine qu'elle est peut-être candidate à l'entrée directe en troisième année. Si effectivement c'est le cas, oui, le choix doit se faire au moment de l'inscription au concours. Rien n'empêche par la suite, avant la rentrée scolaire, de rebifurquer si effectivement le projet de formation professionnelle est revu. Et si on rentre avec un niveau bac, là, il n'y a pas besoin tout de suite de préciser si on envisage de faire effectivement un master ou... Le seul choix qui vous sera proposé au moment du concours, c'est parcours francophone ou parcours anglophone. Et le parcours anglophone est accessible sous condition d'avoir 12 de moyenne aux 3 épreuves d'anglais du concours. Question Vérien, quelle est la qualité qu'il faut pour étudier chez vous et la qualité la plus grande, la plus importante pour un professionnel dans l'hospitality? Alors c'est un mot qu'une professeure aimait beaucoup utiliser et que j'utilise beaucoup, c'est l'empathie dans le monde de l'hôtellerie, de l'hospitality. L'empathie, pour 2 raisons. Ce sont des métiers qui, bien souvent, sont des métiers qui sont très intéressants mais qui ne sont pas faciles. De manager une équipe de valets de chambre et de femmes de chambre, c'est quelque chose qui est compliqué, qui est extrêmement motivant, et le seul moyen c'est de faire du management du cœur, c'est-à-dire de montrer aux équipes qu'on a déjà fait ce qu'ils sont en train de faire, qu'on sait comment ça fonctionne et qu'on est prêt à les aider si nécessaire. Et ça s'applique également avec les clients. Si lorsque vous dites comment s'est passé votre séjour, votre cœur n'y est pas, le client le ressentira tout de suite. Donc l'empathie est quelque chose de très important. Si vous n'êtes pas curieux vis-à-vis de la personne qui est en face de vous, aussi bien votre collaborateur que votre client, ce sera difficile d'évoluer dans cette industrie. Je confirme ce qui est dit là par Martin, c'est vrai pour l'industrie de l'hébergement, de l'hôtellerie, mais c'est vrai aussi pour l'industrie du voyage, c'est vrai aussi pour des jeunes qui travaillent en office du tourisme, c'est vrai pour des jeunes aussi qui travaillent en part d'attraction. L'industrie touristique est une industrie de service et de relations clients, donc l'empathie est déterminante. On vous demande finalement si votre diplôme est connu à l'étranger, ce qui repose la question évidemment des accréditations, de TEDCAL, mais quand vous dites voilà, je suis diplômé de La Rochelle Business, Tourisme, Hospitality, voilà, est-ce que ça parle aux recruteurs des grandes chaînes?
qui travaille à l'international? Alors ça parle et je vais me permettre de l'illustrer avec un récent résultat. Depuis 10 ans, le groupe Hayat, qui est un des leaders du secteur hôtelier, organise un concours mondial des jeunes talents des formations hôtelières. On participe depuis 5 ans à ce concours-là, auquel participent l'école hôtelière de Lausanne, Surrey, Hong Kong Polytech et encore toutes les meilleures écoles du monde. On a terminé 3e il y a 3 ans, 2e l'année dernière et 1er cette année. Donc le fait de participer à ce type de concours-là nous permet effectivement d'avoir une image et une autorité qui dépasse nos frontières. Le fait d'avoir des partenaires universitaires, des jeunes qui travaillent dans le monde entier, bien sûr nous permet d'avoir une visibilité qui dépasse la France. Alors, ce live arrive à sa fin. On a encore des questions auxquelles on n'a pas forcément répondu. Une question pour vous, Martin Johan, qui vous demande, voilà, tu vas repartir à l'international, c'est quoi ton poste de rêve? Et tu as parlé d'entreprendre. Alors, je vais parler 3 questions en une. 3 questions d'une. Est-ce que je vais repartir à l'international? Là, tout de suite, ce n'est pas dans mes plans. Est-ce que ça arrivera dans le futur? Je ne sais pas, peut-être. Ça dépendra de donc, ce projet et les différents. Donc là, je suis sur 2 projets sur lesquels je peux en parler, sur lesquels je suis en train de travailler. La première chose, c'est d'essayer de faire de l'hôtellerie et du luxe, notamment intelligent. C'est-à-dire qu'il serait respectueux de l'environnement, qu'il serait respectueux de la communauté. Maintenant, on parle beaucoup d'économie circulaire. Les hôtels sont en retard dans ce phénomène. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, dans lequel je creuse beaucoup. Et la deuxième chose, c'est tout ce qui est hôtellerie éphémère et pop-up. Par exemple, des événements comme les festivals manquent cruellement d'offres d'hébergement. Ce serait d'offrir une alternative en hébergement sur des événements qui sont comme ça, de façon éphémère. On pourrait parler par exemple des francopholies, etc. Beau projet. Je suis motivé en tout cas. Insertion professionnelle, comment ça se passe? On imagine sans trop de soucis. Est-ce qu'il y a vraiment des chiffres d'insertion professionnelle différents entre votre formation, votre école de tourisme hospitalier et peut-être Business La Rochelle? Alors, pas nécessairement. On a à la fois pour la Business School comme pour l'école de tourisme des statistiques d'insertion de qualité. Ce qui peut-être différencie celle de tourisme de la Business School, c'est la proportion d'étudiants qui débutent à l'étranger en premier emploi, qui est plus forte sur l'école de tourisme Hospitality que sur la Business School. Pour ce qui est de la vitesse d'insertion, c'est 86% de nos étudiants de bachelor qui trouvent un emploi au bout de 3 mois. 35 à 40% d'entre eux travaillent à l'étranger. Le premier secteur recruteur, c'est l'hébergement, mais vient tout de suite derrière l'industrie du voyage, tour opérateur, agence réceptive, également tout ce qui est lié au tourisme de destination ou encore les parcs de loisirs d'attraction. Donc une insertion rapide, de qualité, des progressions professionnelles également extrêmement fortes. Alors peut-être une dernière question de Mélanie qui va s'adresser aussi bien à vous Martin, potentiellement qu'à Marc. Mélanie lui dit qu'elle est en bac ES, qu'elle rêverait de travailler dans un hôtel de luxe, mais qu'elle ne voit pas très bien concrètement quels sont les métiers auxquels elle peut accéder après une formation en 5 ans. Donc a priori, elle n'envisage pas de faire un bachelor. Voilà, après 5 ans, dans un hôtel de luxe, c'est quoi les métiers auxquels on peut prétendre? Alors l'avantage de l'hôtellerie de luxe, c'est qu'il y a 1001 métiers. Donc il faut déjà dissocier ce qu'on appelle l'opérationnel. Donc ce sont des personnes qui sont sur le terrain. Au sein de l'opérationnel, il y a 3 grands départements qui sont l'hébergement, donc qui seront tout ce qui est lié aux chambres, la restauration avec les restaurants, les bars, et enfin tout ce qui est service technique. Et mine de rien, on a tendance à l'oublier, extrêmement important. Donc ça c'est la partie opérationnelle où ce sont des métiers qui sont très intéressants parce que chaque journée est différente, chaque journée vous allez voir des clients très intéressants et qui sont très intéressants au niveau du management aussi, parce que c'est très délicat de manager des personnes qui font du service. L'autre partie, si je puis me permettre, ce sont tous les métiers qui sont administratifs, et donc là ça regroupe des services qui sont en général beaucoup plus conventionnels dans toutes les industries, donc qui sont la finance, qui sont du commercial, qui sont des ressources humaines, qui sont aussi également beaucoup tout ce qui est Economa. Donc Economa, c'est tout l'acheminement de tous les produits nécessaires au bon développement des opérations. Après, si je peux, c'était Mélanie ? C'était Mélanie. Mélanie, si je peux donner un conseil à Mélanie, c'est d'abord savoir est-ce qu'on veut être sur le terrain, confronté aux clients, ou est-ce qu'on veut être en support de ces équipes terrain. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, ce sont 2 visions tout à fait différentes de l'hôtellerie. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à la cantine, tout le monde mange ensemble. Et tout le monde partage les mêmes... au final, l'objectif est le même, c'est d'avoir le meilleur service client et d'être le meilleur hôtel, Paris, à Hong Kong, peu importe, n'importe où. Peut-être une question pour vous, Marc, pour conclure. Quels conseils pouvez-vous donner pour la préparation
aux différents entretiens que vous proposez pour admission à votre formation. D'accord, donc 2 entretiens, vous l'avez compris je pense, entretien individuel de motivation et de personnalité qui, comme son nom l'indique, doit permettre au candidat d'exprimer sa motivation et sa personnalité. On se prépare on se prépare bien sûr, je pense notamment au fait qu'on ne rentre pas par hasard dans une école spécialisée comme la nôtre. Autant sur une formation un peu généraliste, on peut comprendre qu'un candidat n'ait vraiment aucun projet professionnel, on n'attend pas pour autant de nos candidats qu'ils aient un projet précis, fermé, définitif, mais s'ils frappent à la porte même au niveau de la terminale d'une école de tourisme d'hospitality, c'est qu'ils sont en train de dessiner les contours de leur projet, et ça, on a envie donc être capable de bien expliquer sa motivation. Voilà, qui peut être lié à des expériences, qui peuvent être liées à des rencontres, des personnes qui travaillent dans ce secteur-là. Et puis ensuite, c'est effectivement nous rassurer quant à quelques traits de personnalité, l'ouverture d'esprit, l'empathie, l'autonomie, l'humilité. C'est important pour réussir ses études, et c'est important aussi au service d'un futur emploi dans l'industrie touristique. Vous vous souvenez, Martin, de votre entretien? Je m'en souviens parfaitement, oui. J'étais arrivé très tôt le matin à La Rochelle. On était nombreux à passer les concours ce jour-là, donc j'avais dû attendre pour passer mes concours dans l'après-midi, ce qui m'avait donné l'occasion d'aller visiter la ville, de discuter avec le comité d'accueil, je discutais avec M. Gibien, avec quelque chose qui m'avait beaucoup plu, de voir des étudiants au service des étudiants. Moi, personnellement, je trouve que c'est extrêmement motivant pour rejoindre l'école. Je m'en souviens bien. Un petit conseil alors pour les étudiants qui peuvent être toujours un peu stressés. Le stress, mais faut pas, il faut rester. Le stress est aussi quelque chose de motivant. Il faut le tourner en quelque chose où on peut donner le meilleur de soi-même. Un bon conseil, ce serait surtout de rester soi-même, voilà. Rester soi-même et montrer qu'on a envie d'apporter quelque chose à l'école et au monde du tourisme. Voilà. Et puis ceux qui ne connaissent pas La Rochelle, qu'ils en profitent pour faire un petit tour de la ville. Tout à fait. Exactement. Marc Gibia, Martin Govic, merci d'avoir répondu aux questions beaucoup des internautes. Merci de nous avoir suivis ce soir et à bientôt pour d'autres rendez-vous.